à tous, nous allons découvrir ensemble les grands titres de cette édition sur Monaco Info. Nous nous rendrons tout d'abord à Washington où le prince Albert II participe à une conférence sur les océans au département d'État américain. Retour sur la réouverture de la roseraie Princesse Grace après de longs mois de travaux. La journée portes ouvertes à la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco. La finale des Voices Masters remportée par un ténor coréen. Et puis après le journal, le Mag Actu Sport présenté par Fabien Bonilla avec un sommaire très chargé au programme tennis, rugby, beach volley et boxe thaï. Je vous le disais en titre, le prince Albert II participe cette semaine à une conférence sur les océans au département d'État américain à Washington. Nous aurons l'occasion d'y revenir très largement dans nos prochaines éditions sur Monaco Info. Mais nous vous proposons dans l'immédiat un coup de projecteur sur le rôle et les missions de l'ambassade de Monaco aux États-Unis qui se trouve justement dans la capitale américaine, Washington. Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal ont pu rencontrer Madame l'ambassadeur Maggie Macario-Doyle. Elle est le deuxième ambassadeur de la principauté de Monaco aux États-Unis et la première femme à occuper ce poste. Son Excellence Madame Maggie Macario-Doyle a été nommée par ordonnance souveraine en novembre 2013, après avoir occupé le poste de consul général de Monaco à New York, ville qu'elle a donc quittée pour rejoindre Washington, où elle a remis ses lettres de créance au président Barack Obama. Le rôle d'un ambassadeur, bien sûr, est de promouvoir et de mettre en œuvre les priorités de son gouvernement dans le pays où il est accrédité. Donc notre rôle à nous n'est pas seulement d'assumer la sécurité et les intérêts des Monégasques, mais aussi de promouvoir les aspects économiques, financiers, touristiques, culturels et même humanitaires de la principauté de Monaco. Même à un niveau international, de continuer à préserver les droits de l'homme, les actions humanitaires de la coopération internationale et puis bien sûr de préserver l'environnement et le développement durable pour s'assurer de l'équilibre de notre planète. Et à ce sujet, je crois que la principauté de Monaco, sous l'impulsion de ses princes, continue à faire des efforts extraordinaires. Tels qu'en attestent les travaux importants de la Fondation du Prince Albert II, surtout pour la protection des océans, et l'engagement personnel de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert. Il n'y a pas un sujet qui soit le même depuis que je suis ici, que ce soit politique, scientifique, culturel, social, humanitaire. J'imagine qu'il y a beaucoup de sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur et que vous allez peut-être développer encore davantage grâce à vos nouvelles fonctions. Bien sûr, absolument. Outre bien sûr l'environnement, il y a aussi l'égalité des sexes et surtout l'abus des femmes et des filles qui continue quand même à être un fléau important et qui, surtout pour la communauté internationale, donc à ce niveau-là, au travers de la coopération internationale, j'aimerais un petit peu essayer de jouer un rôle plus important, surtout avec ambassadeur Russell qui vient d'être nommé ambassadeur pour les femmes ici aux États-Unis. Donc ça, c'est encore des projets sur lesquels je suis en train de m'engager et d'essayer de trouver des possibilités de créer des synergies entre la principauté de Monaco et les États-Unis. L'ambassade de la principauté de Monaco aux États-Unis illustre ainsi les liens qui unissent les deux pays depuis longtemps. Et à ses côtés, l'ambassadeur peut compter sur Lorenzo Ravano. J'ai un rôle qui est passionnant parce que je suis donc l'adjoint de l'ambassadeur. Je suis le seul diplomate en poste, donc mon travail a plusieurs volets. Je suis d'abord en coulisses pour préparer tout ce qui doit être préparé avant un événement. Mais j'ai également la chance de pouvoir participer à des événements pour représenter l'ambassadeur ou représenter l'ambassade ou représenter la principauté de Monaco. Lorsque le prince souverain vient aux États-Unis ou à Washington, il y a toute une série de préparatifs aussi bien techniques pour ce qui concerne par exemple les autorisations de survol, mais également logistiques lors de la visite. Dans cette conférence sur les océans, nous avions comme interlocuteur direct le département d'État, les assistants de John Kerry, le secrétaire d'État, les services secrets pour la question de sécurité. Donc vous voyez tout un éventail de préparatifs, je ne peux pas tout dévoiler, mais tout un éventail de préparatifs qui nous permet véritablement
de faire en sorte que la visite se passe au mieux. Et après cette conférence sur les océans, les membres de l'ambassade se pencheront sur bien d'autres sujets, un déplacement au Canada entre autres. Le week-end dernier aura été marqué par la réouverture en principauté de la roseraie Princesse Grace. Avant de s'envoler pour Washington, le prince Albert II, accompagné de la princesse Charlène et de sa sœur, la princesse Caroline de Hanovre, a pu découvrir les nouveaux aménagements de cet espace situé dans le quartier de Fontvieille. Émilie Rousseau nous en dit plus. Cela faisait 8 mois qu'elle était en chantier. Après avoir fait peau neuve, la roseraie Princesse Grace a rouvert ses portes samedi en présence du prince Albert II, de la princesse Charlène et de la princesse Caroline de Hanovre. Une inauguration pluvieuse, certes, mais une inauguration heureuse, comme l'a souligné le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia. C'est donc abrité sous des parapluies que la famille princière a découvert le nouveau visage de ce lieu inauguré il y a 30 ans. Un espace créé à l'initiative du prince René III en souvenir de la princesse Grace. 3 décennies plus tard, le gouvernement princier, avec le soutien de la maison Piaget, a souhaité agrandir et moderniser l'espace du jardin. Et c'est à la direction de l'aménagement urbain que le chantier a été confié. Pour nous, c'était vraiment un très grand projet qui a débuté en 2013. C'est un projet de service qui a permis de mettre en évidence tous les savoir-faire d'aménagement urbain. Donc, en premier lieu, donc, des espaces verts, puisque c'est aussi notre renommée, mais aussi donc, nos maçons, nos serruriers, les personnes qui sont responsables de l'assainissement, l'éclairage, notre bureau d'études, notre secrétariat. Tout le monde a participé à ce projet depuis à peu près 14 mois. La roseraie Princesse Grace fait désormais près de 5000 m². Tout a été réorganisé pour que l'espace devienne plus éducatif, ludique, écologique, mais également moderne. Quand on s'est posé la première fois sur la planche pour réfléchir sur les travaux de réaménagement de la roseraie, on a essayé de voir un petit peu qui fréquentait d'abord la roseraie. Et puis on s'est aperçu que la roseraie était un site particulier dans Fontvieille, puisqu'on y va la première fois pour les photos de mariage, on y revient pour des photos de baptême, on y passe pour aller fréquenter les jeux d'enfants, on y revient vers 16-17 ans pour faire d'autres jeux. Et puis un peu plus tard, dans la vie d'adulte, on vient vraiment apprécier la qualité des roses. Et donc on a voulu symboliser donc, à travers aussi ces parcours pédagogiques tout ce que pouvait représenter la rose. Il y a une nouvelle variété qui va donc faire son entrée. La rose Princesse Charlène, qui a été inaugurée cet après-midi, sous la pluie, donc on lui souhaite bon vent. La rose Princesse Charlène s'ajoute aux 300 variétés déjà présentes à la roseraie. La princesse a d'ailleurs baptisé la fleur qui porte son nom, une fleur qui aurait pu inspirer les 170 candidats du concours international de bouquets. La 47e édition se tenait sous le chapiteau de l'espace Fontvieille et mettait à l'honneur cette année la rose sous toutes ses coutures. Cette année, il y avait toujours 170 compositions. C'était un peu tard dans la saison pour les roses, qu'on a voulu faire le thème des roses avec la roseraie, parce que ça allait ensemble. Bon, on n'a pas eu un très joli temps, mais néanmoins, tout ça est absolument ravissant, parce que la rose, bon, on ne peut pas dire c'est la chose la plus jolie de la Terre. Et c'était un gros travail pour les juges, parce que c'est très difficile de juger des bouquets, enfin ça c'est sur le plan technique, de juger des bouquets dans la catégorie libre avec une seule fleur. Donc voilà, ça c'est tout ce que je peux dire sur le concours. Vous l'aurez donc compris, la rose était donc à l'honneur samedi du côté du quartier de Fontvieille. Sachez qu'une borne interactive située à l'entrée de la roseraie vous permet désormais d'en savoir plus sur les variétés présentées et devenir ainsi incollable dans ce domaine. Un tour d'horizon à présent de l'actualité en bref et en images. Et pour commencer, cet anniversaire, l'association MAP Monaco Aide et Présence a fêté ce week-end ses 35 ans. Il s'agit de l'une des plus anciennes et plus actives associations de Monaco. La soirée anniversaire s'est déroulée dans un lieu original, le tunnel de Riva, sur le quai Antoine Ier. Beaucoup de personnalités avaient tenu à être présentes autour de la présidente de MAP, Donatella De Filippo. Une vente aux enchères a permis de récolter des fonds qui financeront les différents projets de MAP à travers le monde. Le 12 juin marque traditionnellement depuis 1990 le jour de la fête de la souveraineté de la Fédération de Russie. Un anniversaire qui a coïncidé cette année avec la prise de fonction officielle d'Ekaterina Semenikina. Elle succède à Claude Palanka au poste de consul général honoraire de Russie à Monaco.
Nous célébrions dimanche la fête des pères, quelques semaines après la fête des mères. Eh bien, le maire, Georges Marsan, a lui aussi tenu à rendre hommage aux parents en organisant une fête des mères et des pères à la mairie. Et cette année, il avait tout particulièrement convié les parents ayant accueilli leur premier enfant depuis janvier 2014 jusqu'à aujourd'hui. Enfin, l'édition 2014 de Monacologie a refermé ses portes quai Antoine Ier. Après un lâcher de tortues, après de nombreuses animations quotidiennes dans les petits chalets montés pour l'occasion, c'est par une visite du ministre d'État Michel Roger que s'est achevée cette édition anniversaire, puisque l'on fêtait cette année, je vous le rappelle, les 10 ans de Monacologie. Les casernes de pompiers de la Condamine et de Fontvieille ont ouvert leurs portes au grand public samedi. Il s'agissait de permettre de mieux connaître ce métier à risque et de sensibiliser le plus grand nombre aux bonnes conduites à adopter en cas d'incident. Le reportage d'Émilie Rousseau. Ils sont venus nombreux samedi à se mettre dans la peau d'un sapeur-pompier le temps d'une journée. Les portes ouvertes aux casernes de la Condamine et de Fontvieille ont été un réel succès, attirant petits et grands sur les différents ateliers proposés. Cette journée aura été un moment privilégié pour la population qui a pu découvrir le métier sous une autre facette et pénétrer dans les coulisses des casernes. Pour nous, c'est important d'avoir cette rencontre. Alors effectivement, les journées portes ouvertes avaient toujours été faites avec l'objectif d'attirer les enfants. Parce que c'est toujours les enfants qui sont toujours très, je dirais, passionnés par les pompiers. Mais cette année, on a voulu donner en plus une autre connotation, un peu plus éducative et pédagogique, et notamment sur des thématiques que l'on croit connues, et notamment, comme vous pouvez le voir derrière moi, le numéro d'urgence, où les sapeurs-pompiers, donc la caserne de la Condamine, ont développé des petits films de mise en situation, et elles permettent aux adultes et aux enfants de pouvoir apprendre comment donner l'alerte de manière correcte et pouvoir composer le bon numéro. Et pour rappel, le bon numéro à composer le 18 ou le 112. D'autres ateliers expliquaient les gestes de premier secours ou la conduite à tenir en cas de feu dans son immeuble. Les sapeurs-pompiers proposaient également une activité inédite et rarement accessible, la montée à la grande échelle, activité qui a attiré de nombreux enfants. Les enfants, justement, étaient une cible particulière. En effet, cette journée portes ouvertes leur aura peut-être donné la vocation d'être sapeur-pompier. Qui n'a pas rêvé d'un jour être pompier? Alors ce rêve, des fois s'arrête parce qu'on trouve, je dirais, une autre voie. Malgré tout, ici, on plante des petites graines qui peut-être vont germer dans la tête et, ne sait-on jamais, peut-être que cette journée porte ouverte va peut-être déclarer, je dirais, chez certains enfants, peut-être une vraie passion qui pourra peut-être réaliser un jour en servant à nos côtés. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? À secourir les gens, à monter à l'échelle, à faire attention quand les gens tombent évanouis, voilà. Et est-ce que ça t'a donné l'idée d'être pompier plus tard? Ouais, un peu. Cette journée aura également été très appréciée par les adultes venus accompagner leurs enfants. C'est une bonne initiative, ça permet de faire découvrir aux enfants parce que le travail des pompiers, les camions, comme ils adorent les camions, donc c'est vrai que c'est sympa pour les enfants. On était en santé, on s'est bien amusé avec les enfants, là ils en profitent. La petite va monter à l'échelle, donc tout va bien, ils s'amusent. C'est super, je trouve. En plus il fait beau, et puis les animations, les ateliers sont plus que bien. Justement, est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Pas vraiment, parce que je suis un ancien pompier en fait, donc là je suis venu ici par passion, quoi, donc non, on a plus appris sur le fonctionnement des pompiers à Monaco qui sont, c'est pas comme ailleurs, quoi. Belle journée et bel accueil donc du côté de la Condamine et de Fontvieille. À noter que les deux casernes fêtaient respectivement ce week-end leurs 20 et 25 ans d'existence. Alors que la Coupe du Monde de football 2014 bat son plein et est suivie par des millions de personnes à travers le monde, c'est un match d'un autre genre qui s'est joué samedi soir à la Salle Garnier entre la Corée et le Canada, ou plus précisément entre un ténor coréen et une soprano canadienne lors de la finale des Voices Masters à laquelle a assisté José Sacré.
Elle s'appelle Jessica Muirhead, elle est canadienne et est âgée de 33 ans. Il s'appelle Young-Hoon Kim, il est coréen et est âgé de 26 ans. Comme 11 jeunes autres artistes venus de France, de Suède, de Belgique, de Russie et de Norvège, ils se sont affrontés pendant une semaine à l'Opéra Garnier au cours des 6e Voice Masters de Monte-Carlo. Une compétition réservée aux finalistes des concours internationaux où il n'y a qu'un seul vainqueur qui reçoit le prix Prince Régnier III doté de 30 000 € ainsi que des engagements de concert. Samedi 14 juin, Jessica Muirhead et Young-Hoon Kim, accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Antonello Alemandi, ont été tous les deux magnifiques, offrant au public un spectacle, un véritable concert vocal de très grande qualité. Je suis ravi d'avoir amené à Monte-Carlo des gens qui sont déjà dans la carrière, des artistes, quand je dis des artistes dans la carrière. Et ce soir, ça a été long, parce que s'il n'y avait pas eu un seul prix, il allait être partagé, il allait être... Bon, mais tout le monde était dit, les deux sont formidables et c'est resté longtemps. Et ça me fait un grand plaisir. Le jury composé de Jean-Marie Fournier, de la soprano Inva Moula, du chef d'orchestre Jean-Yves Ossons, de Raymond Dufaux, directeur des Chorégies d'Orange, des directeurs d'opéra Dominique Meyer, directeur de l'Opéra de Vienne, et de Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, avec un candide, Étienne Boujotte, a finalement désigné vainqueur des 6e Voice Masters de Monte-Carlo, Young-Hoon Kim. Vous imaginez la carrière que vous allez peut-être faire? 이렇게 성공하고 하면은 뭐 하고 싶냐고. 큰 극장에서 오페라 가수 하고 싶다고. Son rêve, il chantera dans le grand théâtre, dans le Paris, comme le Berlin, comme le Métropolitain. In Monaco. Oui, ou ici. Ouais. Yeah, opera singer. Oui. I want. Dans un concours, quand vous avez un ténor et quand vous avez un grand ténor, c'est toujours difficile à battre. Et ce qui était très impressionnant avec ce ténor coréen, c'est notamment la qualité de son français. Il a chanté un Werther absolument exceptionnel. Et de son italien. Et de son italien ensuite, qui est du même niveau. Et il a une capacité de transmettre l'émotion par les mots qui est tout à fait, nous trouvons vraiment tout à fait hors catégorie. Vous l'avez engagée, la chanteuse? Oui, parce que je trouve qu'elle a de grande qualité, elle est prête et je trouvais qu'à la fin, il ne voulait pas que cette finale se termine par des larmes. Et je trouve qu'elle mérite tout à fait d'être engagée, donc je me suis dit au fond, ce n'est pas un grand effort d'engager quelqu'un qui a autant de qualité. Avant de nous quitter, découvrons les cartes météo pour les jours qui viennent. Ce mardi, ciel encore incertain, nuages pouvant être orageux avec des apparitions inégales du soleil, risque d'averses sans menace de pluie durable, vent faible en dehors de rafales, en cas d'averse, les températures chuteront. Mercredi, léger mieux, sans disparition complète d'un risque d'averse, mais sans rétablissement d'un vrai beau temps. Jeudi, le soleil sera gêné partiellement par les nuages, possibilité d'une averse avant la nuit, peu de changements au niveau des températures. Et puis vendredi, temps assez ensoleillé, peu de vent au programme et des températures en hausse, comprises entre 20 et 25 degrés en moyenne. Ainsi se referme cette édition. À suivre dans un court instant sur Monaco Info, le Mag Actu Sport présenté par Franck Bonilla, avec au programme du tennis, de la boxe thaï, du rugby et du beach volley. À très bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue. Et oui, il n'y a pas que la Coupe du Monde de football dans la vie, il y a aussi l'actualité sportive en principauté. On commence par de la boxe thaï et cette grande soirée qui a été organisée au Stade Louis II ce samedi, le deuxième Monte Carlo Fighting Master, 7 combats et 7 titres mondiaux à la clé, c'est tout simplement exceptionnel. Et pour résumer un tel événement, il fallait bien un journaliste exceptionnel lui aussi, Frédéric Hélion. Jamais une réunion de boxe n'avait présenté un tel plateau. 7 combats, 7 championnats du monde et 14 boxeurs déjà sacrés au moins une fois champions du monde. Les plus grands boxeurs thaï de la planète étaient au Louis II samedi soir pour la 2e édition des Monte Carlo Fighting Masters. Le prince Albert II était présent pour ce grand spectacle de Muay Thai avec une tête d'affiche, le Thaïlandais Buakaw, ovationné par une salle Gaston médecin pleine à craquer. Opposé au Français, Jimé Koulibaly, Buakaw accélère dans les 2 derniers rounds et fait le show avec ses coups de genoux sautés, ses coups de coude et ses high kicks. Buakaw s'impose au point par décision unanime des juges et décroche la ceinture WMC des poids moyens. Pour Jimé Koulibaly, auteur d'un très bon combat, c'est une 2e défaite accrochée face aux Thaïlandais, après celle subie en 2011. C'est une défaite au point. Je lui ai tenu tête pendant les 4 premiers rounds. Vers la fin, j'ai eu une baisse de régime. Ça fait qu'il a commencé à prendre confiance en lui. Il a commencé à avancer, à faire le spectacle, ce qui a fait le changement du décompte. Sinon, je pense que j'ai fait un bon combat. Malgré son palmarès qui est là, j'aurais pu avoir la victoire. Mais bon, c'est le sport, il y a un gagnant et un perdant. Ça fait partie du jeu. Autre Français sur le ring, Johan Lidon affrontait le champion en titre, le Suédois Alex Harris chez les super moyens. Le Français fait mal à son adversaire lorsqu'il touche, mais ne le fait pas assez fréquemment. Plus actif, plus entreprenant, le Suédois marque plus de points et conserve sa ceinture WMC des poids super moyens. Pour Lidon, difficile de cacher sa déception dans les vestiaires. Dès le premier round, j'étais bien. Et après, je sais pas, à partir du deuxième round, je chantais mon haut du corps un peu lourd. Un peu comme si j'avais plus de... Ouais, je sais pas, comme j'avais plus de force dans les bras, surtout le bras avant, le gauche, alors qu'il est très important. Il a vu que je lâchais pas ma boxe, il m'a collé parce qu'il a vu que j'étais dangereux. Et ouais, après, justement, il m'accrochait, tu vois, ça faisait pas mal ces coups, mais je faisais que m'accrocher, c'était rien en fait. Il a juste été un petit peu plus actif, hein. C'était pas spécialement efficace, hein. C'était pas puissant, hein. C'était même pas spécialement spectaculaire, mais voilà, il était un peu plus en activité que moi, quoi. Et voilà, c'est ce qui le fait gagner, hein. Dans les autres combats, Dylan Salvador est passé tout proche de la victoire mais perd sur décision des juges à 2 contre 1 face au Thaïlandais Ekarit en poids welter. Grand chelem pour les Thaïlandais puisque Bernung a remporté le titre WMC des poids moyens face au Français Abdallah Mabel. D'une salle fermée remplie de testostérone, on va s'aérer un peu en prenant la direction du Larvoto avec la compétition féminine de beach volley, le 7e FX Monte Carlo Beach Volley plus précisément. La finale s'est déroulée ce dimanche avec une petite pluie fine. Reportage. C'est un des sports les plus glamour et spectaculaires. Le beach volley a envahi la plage du Larvoto ce week-end à l'occasion du 7e FX Pro Monte Carlo Beach Volley. Pendant 2 jours, 8 équipes féminines se sont affrontées sur le sable monégasque. Une vingtaine de matchs au total avec en point d'orgue la finale dimanche après-midi entre la paire espagnole Ribera Fernandez et la paire portugaise Rosas Freches. Les Portugaises se détachent d'entrée de premier set et mènent rapidement 10-3. Elles remportent la première manche 25-23. Dans le deuxième set, Amaranta réalise plusieurs points consécutifs et permet à l'Espagne de recoller à une manche partout. Le tie-break tourne à l'avantage de l'Espagne qui l'emporte 2-7-1. Les Tchèques Karolina Reakova et Magdalena Dostlova complètent le podium de cette édition au plateau homogène où tous les matchs ont été serrés. Encore une édition réussie, je dirais, malgré la température, le temps. On était même, je dirais, au niveau de la météo, aux couleurs de la manifestation, puisqu'on avait une alerte orange météo, mais ça s'est très bien passé quand même. On a eu des paires aujourd'hui qui ont montré ce que c'était que le haut niveau du beach volleyball. Plusieurs projets sont à l'étude pour la 8e édition du FX Pro Monte Carlo Beach Volley l'an prochain. Un terrain supplémentaire pourrait être installé et une édition masculine pourrait voir le jour. On passe au sport probablement le plus collectif par définition, le rugby. Eh bien, le premier tournoi des jeunes a été organisé ce week-end au Stade Louis II par l'AS Monaco Rugby avec des enfants de 7 à 15 ans. Certains seront probablement de futurs pros du top 14. Et vous allez voir, ça envoie déjà du lourd. Reportage de Frédéric Hélion.
Le Racing Club de Toulon, champion d'Europe et vainqueur du top 14, Perpignan et Bourgoin, deux bastions du rugby français. Les clubs les plus prestigieux de l'Hexagone ainsi que les équipes italiennes de Milan ou Imperia étaient au Stade Louis II ce week-end pour le premier tournoi jeune organisé par l'AS Monaco Rugby. Durant 2 jours, 15 clubs et près de 600 enfants des catégories U7, U9, U11, U13 et U15 se sont affrontés dans ce tournoi qui célébrait les 50 ans de l'AS Monaco Rugby. Un tournoi qui s'inscrit dans le projet à long terme du club. Le projet, c'est de continuer notre construction. Aujourd'hui, on a 150 enfants à l'école de rugby. On souhaiterait en avoir un peu plus pour avoir des catégories un peu plus étoffées. C'est vrai que les structures qu'on a aujourd'hui au sein de Monaco et à Blosas nous permettent de développer un rugby sain avec aussi tous nos éducateurs. On a 25 bénévoles qui sont éducateurs aujourd'hui au sein du club, plus notre équipe senior. Mais le projet, c'est avant tout du plaisir, parce que je pense que c'est important. Et comme on le disait tout à l'heure, en respectant les valeurs de notre sport. Au milieu de tous ces jeunes rugbyman, un ancien international français et 3/4 centre du stade toulousain, Yannick Josion. Parrain du tournoi, l'homme aux 73 sélections sous le maillot bleu était venu observer ces jeunes qui rêvent un jour d'avoir une carrière aussi grande que la sienne. C'est bien de pouvoir être près des jeunes, comme je disais hier, auprès de la formation. Parce qu'il faut leur donner envie quelque part de pouvoir essayer d'aller plus loin, d'en profiter, d'aller au rugby. Puis même s'ils ne jouent pas forcément à trop haut niveau, ils jouent forcément dans un club. Être avec une équipe comme ça, c'est toujours plaisant. Voilà, mais je crois qu'ils sont ravis, on voit qu'ils sont très enthousiastes, ils prennent beaucoup de plaisir et puis c'est essentiel. 3 finales dimanche au Louis II dans la catégorie U9. Bourgoin l'a emporté face à Saint-Savin, 2 essais à 1. En U11, Perpignan a dominé Grasse, 2 essais à 0. Et en U13, Bourgoin a vaincu Milan, 2 essais à 1. Bourgoin remporte le trophée de meilleure équipe du tournoi pour ses résultats cumulés dans toutes les catégories. Côté monégasque, notez la belle 3e place de l'équipe 1 dans la catégorie U9. Dernier reportage de cet Actu Sport avec les finales du 10e Challenge Inter-Entreprise de tennis. Des finales qui se sont déroulées au Monte Carlo Country Club. Reportage. Ils ont eu le privilège de jouer là où Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont illustrés il y a 2 mois. Les finalistes du 10e Challenge Inter-Entreprise de tennis de Monaco étaient sur les cours du Monte Carlo Country Club samedi. Début des matchs à 13h avec 4 finales au programme et pour la 2e année consécutive, l'équipe de la fonction publique a réalisé le doublé en remportant les challenges élites et mixtes. Après 3 finales perdues, Monaco Télécom a gravi la dernière marche pour remporter le Challenge Pro face à Special Olympics. Et enfin, le Challenge Vétéran a été interrompu par la pluie sur le score d'1 partout. Une belle dernière journée pour le 10e anniversaire du Challenge. C'est vraiment un plaisir de voir toutes ces 35 entreprises toute l'année faire des super rencontres dans une ambiance conviviale. Pour moi, c'est vraiment une réussite, quoi. De voir aujourd'hui aussi autant de monde malgré la pluie soit passé pour voir un petit peu ces finales, voir les 8 équipes ici dans une ambiance très conviviale et très sportive. Pour moi, c'est ça la réussite et ça donne envie de partir sur une 11e édition l'année prochaine. Une nouveauté pour la saison prochaine avec, au vu de la demande, la création d'une 5e épreuve, le Challenge féminin. Allez, cet Actu Sport est terminé, vous pouvez reprendre la direction du Brésil. À très bientôt, au revoir.